Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus sur Hando Media. C'est avec un grand plaisir, une joie incommensurable que nous vous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, en plus d'être d'actualité, est d'une importance géostratégique cruciale pour notre pays, par ricochet pour notre continent. Nous allons parler de l'avenir même du franc CFA et de l'éventuelle nouvelle monnaie qui sera créée par l'AIS. Et pour discuter de fond en comble de cette thématique, nous avons avec nous M. Mohamed Lamine Diakité, qui est le coordinateur du mouvement panafricain de rejet du franc CFA au Mali. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, M. Diko. Merci d'avoir accepté notre invitation. En préambule, si vous pouvez présenter votre organisation, votre mouvement, et nous parler, on va déjà rentrer dans le vif du sujet, nous dire concrètement ce dont vous accusez le franc CFA. Encore merci, M. Diko. Merci à toute l'équipe de Hamdou Media et à l'ensemble de nos téléspectateurs. Je remercie d'abord mon coordinateur international, Seydou Kalafou, par rapport à tout l'effort qu'il a cessé de consentir, en tout cas pour l'avènement de la question monétaire jusqu'au haut sommet, et puis pour avoir rendu ces sujets non tabous. Vous le savez, auparavant, la question monétaire, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, pratiquement, on en parle partout. Dieu merci. Donc, c'est l'effort couronné de plusieurs années d'écrits, des vidéos, des conférences sur les réseaux sociaux qui ont fait que même à l'Élysée, on s'est intéressé à la question monétaire. Et aujourd'hui, la question est revenue dans nos palais. Voilà, Dieu merci. Donc, notre organisation s'appelle Mouvement panafricain des réserves du franc CFA. Et c'est une organisation panafricaniste qui est dans l'ensemble des pays CFA, en fait. Donc, elle a comme mission principale, en tout cas, l'abandon du franc CFA pour l'avènement d'une souveraineté monétaire. Et puis, effectivement, la souveraineté sur le plan militaire, qui est un acquis. Nous remercions pour le Mali, nous remercions nos plus hautes autorités par rapport à cela. Et maintenant, notre deuxième grande ligne, en tout cas, consiste à promouvoir la bonne gouvernance. Vous savez, même si on a notre monnaie, quand le pays est mal géré et quand les citoyens se comportent mal vis-à-vis de la chose publique, entre eux-mêmes, ça donne toujours de mauvais résultats. Donc, pourquoi nous avons inscrit à notre deuxième ligne la bonne gouvernance. Ce n'est pas seulement le public qui est visé, c'est tous les nouveaux, le public et le privé. Maintenant, notre troisième grande ligne, c'est les consommer made in Africa. Et le consommer local, voilà, tout ce qu'on peut avoir chez nous sur place, et il faut qu'on prime ces produits-là sur les produits qu'on importe. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on importe, c'est comme si nous transportons nos richesses hors du pays, mais nous importons des produits d'ailleurs. Nous rendons les autres pays plus riches et nous nous approvisionnons davantage. Donc, ceci n'est pas du tout une bonne chose pour une économie jeune comme la nôtre. Voilà. Si vous vous intéressez à la question du CFA, c'est que vous savez exactement comment le CFA fonctionne. Alors, qu'est-ce que vous accusez, de quoi accusez-vous concrètement le franc CFA? Comment fonctionne-t-il? Pourquoi vous pensez qu'il fonctionne mal? Encore merci, M. Diko. Effectivement, j'avais oublié de répondre à cette partie de ta question. Nous reprochons beaucoup de choses au franc CFA. D'abord, l'histoire du franc CFA n'est pas glorieuse. Le franc CFA est une monnaie purement coloniale. C'est une monnaie qui a été créée bien avant même l'indépendance de nos États, en 1945, par le général de Gaulle. Et c'est lui seul, ce n'est même pas l'Assemblée, pour en donner plus de légitimité. C'est le président français de l'époque, lui seul, qui a décidé par un décret de mettre sur place une monnaie qui va circuler dans ces colonies, qui est nommée le franc CFA. C'était le même nom, franc CFA. C'était le même nom. Maintenant, par la suite,
vers les années 58-59, lorsque les pays africains ont commencé à acquérir leur indépendance. Bon, ils ont voulu mettre la forme en changeant toujours, en tout cas en voulant changer des façades, mais en maintenant le fond. Parce qu'ils ont pris pour une zone, nous sommes répartis en 3 zones, la zone Afrique de l'Ouest, la zone Afrique centrale et l'île Comore. Maintenant, pour une zone, ils ont changé, comment on appelle, en francs de coopération. Oui, de coopération financière d'Afrique. Donc, toujours le CFA est maintenu. Ouais. Donc, en une seconde zone, ils ont changé les francs de communauté. Coopération financière, communauté financière, mais toujours CFA. Parce qu'au fond, il s'agit toujours des francs des colonies. Donc, il faut maintenir ces CFA-là. Donc, ça, c'est une chose que nous approchons 60 ans après l'indépendance, que nous continuons à consommer en tout cas une monnaie coloniale. Ce n'est pas du tout admissible. Et c'est une situation qu'on ne verra nulle part dans le monde si ce n'est pas dans les anciennes colonies françaises. Vous pouvez aller chercher sur Google, vous verrez que ça n'existe nulle part. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dérangeant pour nous. Et deuxième point, le franc CFA est basé sur des systèmes qui approviennent nos pays et qui enrichissent la France, notamment le principe de libre transférabilité entre nos 2 zones, notamment la zone France qui est liée à l'euro et les zones francs CFA. Pourquoi je dis que ce principe profite à la France? Ce sont des entreprises françaises, des grandes firmes françaises qui viennent s'installer chez nous dans notre économie. Ils produisent, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc cette libre transférabilité leur donne une stabilité dans les transferts des capitaux vers la France. Vers la France. On parle là de Total, de Bolloré, de EDF. Ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Ça, c'est un. De 2, ils parlent de garantie. Et c'est à cause de cette garantie que de 1960 à 1973, 100% de nos devises restaient dans un compte d'opération auprès du Trésor français. 100%. 100%. De 1973 en 2005, 50%. Et comme on appelle 85%. De 2005 à nos jours, 50%. Et ce sont ces devises-là qui auraient dû nous développer. Ce sont ces devises-là qui auraient dû nous permettre d'avoir des industries. Okay. On peut s'appuyer un peu sur ça parce que c'est quand même c'est un grand truc. 50% des devises, c'est-à-dire dès que nous achetons à l'extérieur ou bien dès que nous vendons à l'extérieur, la somme qui doit nous revenir, elle ne revient pas. Elle ne revient pas. 50% elle tombe directement dans un compte d'opération que la France a créé auprès de son trésor. Et maintenant, ce n'est pas des écritures que la France nous dit que voici, c'est cette manne monétaire-là, 50% que je vais écrire dans votre compte. Il n'y a pas derrière une création réelle de monnaie. C'est juste une écriture. Maintenant, au besoin de créer de monnaie, la machine, comme on appelle, à monnaie se trouve encore en France. Ils vont juste imprimer le nombre de billets qu'il faut. Et c'est fini. Et c'est fini. Ils envoient ça à notre banque centrale, notre soi-disant banque centrale qui est la BCEAO. Ou la BCE pour la zone Afrique centrale. Okay, là, vous nous dites quand même quelque chose de très gros. Effectivement. Alors, donc, ce sont ces argent-là qui auraient dû nous permettre de nous développer durant ces 60 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il est très difficile de se développer sans des industries. Absolument. Il est très difficile de se développer sans pourtant révolutionner son agriculture. Absolument. Pratiquement tous les domaines que nous voulons nous développer ont été bien travaillés avec les pays déjà émergents, qu'on pouvait accueillir des technologies à travers ces devises-là, si on avait la gestion. Mais il se trouve que ces devises-là sont avec la France. Donc, l'une des causes encore
qui fait que le franc CFA profite mieux à la France que nos pays. Et encore, vous allez citer, excuse-moi, ils l'ont arrimé à l'euro. Oui. Qui a une monnaie très forte. Qui a une monnaie très forte. Vous voyez? Et la monnaie a besoin parfois de monter, de descendre par rapport à la réalité de l'économie. Donc, notre monnaie est arrimée à un taux fixe de 655,957 francs CFA, qui fait que ces fluctuations-là ne sont pas du tout faites dans notre économie. Mais dans la réalité, ça se fait. Mais tout ça, c'est pour stabiliser, vous voyez, donc le transfert des avoirs et des capitaux des grandes firmes et entreprises françaises ou occidentales qui viennent travailler chez nous. Vous voyez. Oui, allez-y. Tout ça n'aurait pas pu se passer quand même. Je vais poser plusieurs questions en même temps pour qu'on puisse aller plus vite. Oui. Sans la complicité de nos autorités. Bien Ça, sûr. c'est le premier élément. Donc, bien sûr. est-ce que quelque part, il faut combattre la France ou il faut combattre nos dirigeants népotistes? Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, la souveraineté monétaire, elle a un coût. Oui. Et vous savez que la France ne va pas forcément se laisser faire. Oui. Qu'est-ce qu'on prévoit aussi dans ce sens? Bien sûr, dans toujours le cadre de la lutte du rejet du franc CFA. Les deux questions pour qu'on puisse aller plus vite. Effectivement, vraiment. D'abord nos autorités. Cette situation n'est pas totalement la faute de la France. Il faut aussi se mettre en cause. Au fait, la plupart de nos autorités ont été très dociles à l'ancien colonisateur. Mais pour beaucoup de raisons que je ne pourrais pas évoquer tout de suite, parce que c'est vraiment profond. Voilà, dans ces raisons-là, il s'agit même de comment ils arrivent au pouvoir. La France est impliquée dans tout ça. Vous voyez. Donc, du coup, enfin, même s'ils savent que cette monnaie ne nous profite pas assez, ils n'ont pas le courage. Même s'ils en ont, ils n'ont pas les moyens. Parce qu'on nous a mis tous dans une zone économique. Parfois, quand un pays veut se rebeller, c'est les autres pays qui vont le réguler. Donc, ils ont pu mettre en place un mécanisme très complexe qu'un seul État de lui seul pouvait se retirer et s'en sort. Vous voyez. Tu peux à la folie décider d'abandonner, mais tu risques de ne pas t'en sortir. Alors, qu'est-ce qui a changé? Parce que là, on voit que des voix s'élèvent pour dénoncer et pour quitter. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Effectivement, et aussi, il faut se rappeler qu'il y a toujours eu quand même des tentatives malgré la difficulté. Vous vous rappelez de Sylvanus Olympio, vous vous rappelez des tentatives du président Modibo, et vous vous rappelez les plus récents des tentatives du président Gbagbo. Vous vous rappelez aussi de la volonté de Kadhafi avant sa mort pour débarrasser toute l'Afrique, en tout cas du joug colonial. Donc il y a eu plusieurs tentatives, mais la plupart ont échoué par des coups d'État, par des assassinats, de telle sorte qu'ils ont fait tellement peur aux autres que finalement on n'en parlait plus. Mais Dieu merci, nous on se félicite par rapport à nos efforts aujourd'hui. Nous avons été aussi très hostiles sur les réseaux sociaux vis-à-vis de la France, en dénonçant la question monétaire, c'est toutes ces façades, en rendant moins tabou cette question-là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous voyons des politiques s'intéressent. Auparavant, même dans leur projet de gouvernance, ils n'évoquaient pas la question monétaire. Parce que tout de suite, quand tu es ciblé par la France, que tu as l'intention de toucher cette question-là, on te met à l'écart. On fait tout pour que tu n'arrives pas au pouvoir. Donc, c'est vrai, on la reproche, mais on sait que c'est une question très complexe. Maintenant, à la France aussi, ce n'est pas nous seulement qui reprochons à la France de vouloir nous maintenir leurs anciennes colonies dans une nouvelle forme de colonisation, ce qu'on appelle le néocolonialisme. Je profite de l'occasion pour saluer les députés français, Jean-Paul Lecoq, et avec beaucoup d'autres parlementaires français qui n'ont jamais cessé de l'évoquer au sein de l'Assemblée, au sein du Parlement français. Vous voyez. Donc, ça nous réconforte.
et ça nous aide. Donc, il y a beaucoup d'autres politiciens aussi chez eux là-bas, en Europe, parfois en France, parfois en Italie, et parfois en Espagne, qui évoquent la question monétaire, que ça ne doit pas exister les francs CFA aujourd'hui. Okay. Très bonne transition pour partir. Là, on est plutôt, on peut dire on peut vous dire félicitations. Votre lutte a presque porté fruit parce que c'est devenu une volonté politique. Merci beaucoup. Voilà, des trois États, le Mali, le Burkina et le Niger, de vouloir vraiment leur propre monnaie. Donc la deuxième phase, c'est un peu sur ça. Comment vous envisagez cette intégration politique? Parce que la monnaie, c'est quand même la confiance. Oui. Voilà, c'est quand même la confiance. Comment vous envisagez obtenir cette confiance de vos voisins? Oui. D'abord, parce qu'il faut reconnaître que certains de vos voisins, je ne vais pas citer des noms, mais ils sont très hostiles à la question d'une nouvelle monnaie. Oui. Ils n'ont probablement pas confiance. Moi, je vais les citer, la Côte d'Ivoire. Ok. C'est probablement le Sénégal. Voilà. Mais Alassane, on va la lever bientôt. En tout cas, pour l'instant, il est là. Il n'a pas forcément confiance en cette nouvelle monnaie que vous pourrez créer. Comment vous allez gérer ça? Alors, la monnaie, la base de la monnaie, c'est la confiance. Et même à l'international, c'est la confiance. Effectivement, cette question elle est très importante. Au fait, aujourd'hui, le rôle que l'AES est en train de jouer aurait dû être joué par la CEDEAO. Vous voyez, la CEDEAO, de sa création en 1975, avait inscrit dans ses grandes lignes non seulement l'intégration dans le domaine commercial, dans le domaine des échanges, et dans le domaine, en tout cas politique, pour défendre en tout cas nos pays, et non pas pour défendre l'intérêt de l'Occident dans nos pays. Et depuis 1983, la CEDEAO avait commencé à aborder la question monétaire pour la zone. Vous voyez qui s'étend au-delà des pays CFA. Dans la CEDEAO, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas des consommateurs de francs CFA et qui ont aujourd'hui des économies presque émergentes. Notamment, je te citerai le Nigeria, je te citerai le Ghana. Vous voyez. Mais la CEDEAO s'est vue, en tout cas, une coquille vide par, en tout cas, l'immixtion de ces Occidentaux dans les organes décisifs de la CEDEAO à travers des financements, à travers des conditions floues parfois que personne ne sait. Ils parviennent toujours, en tout cas, à décider de l'avenir de nos États à travers ces organisations-là. Et c'est ces organisations-là qui auraient dû défendre nos pays en cas de difficulté avec la France ou bien en cas de difficulté avec autre puissance, par une voie commune, défendre individuellement ou collectivement nos États, mais ce n'est pas le cas. Donc l'AES aujourd'hui est en train de vouloir jouer ce rôle-là et cette alliance pourra. Nous les encourageons, nous les félicitons pour en tout cas avoir commencé et nous encourageons, nous invitons les autres à se rallier à l'AES. Ok, en parlant de ça, est-ce que si les autres ne rejoignent pas cette tentative, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle est presque vouée à l'échec? Parce que si c'est la CEDEAO c'est presque une vingtaine de pays. Si la CEDEAO, ce que la CEDEAO doit porter, ce que presque toute l'Afrique doit porter, et n'est porté que par 3 pays, est-ce qu'on peut espérer? Je vous assure qu'on peut espérer. Au fait, je ne sais pas si vous avez analysé le discours du président Abdraman Tchani lors de son passage au Mali. Il a félicité ouvertement le Mali, le Burkina Faso, et il a félicité d'autres pays qu'il a voulu taire leur nom. Il s'agit des pays africains qui sont membres de la CEDEAO, qui sont prêts même demain à rallier l'AES. Mais pour des raisons stratégiques, ils veulent qu'on taise leur nom d'abord. Je vous assure que demain, à moins que l'AES refuse, s'ouvre à d'autres pays membres de la CEDEAO, ils vont rejoindre l'AES. Okay. Ça, c'est très important. Voilà. Et en termes de garantie interne, parce que si je vais donner un billet de, je ne sais pas comment notre nouvelle monnaie va s'appeler, peut-être Cori ou bien colon, peut-être, si je vais donner 10 000 colons au boutiquier du coin de la route, il faut qu'il ait confiance en ces 10 000, il faut qu'il sache que ces 10 000, s'il les prenne et qu'il part inscrire son enfant à l'école, l'école accepte de prendre ces 10 000 colons. Comment on va gérer cette question?
Encore merci pour la pertinence de ta question. D'abord, par rapport au nom, là, moi, je souhaiterais que nos autorités ils pensent à une monnaie qui pourra intéresser toute l'Afrique. Donc, parce que nous sommes en train déjà de voir dans les propositions la monnaie du Sahel. Il faut comprendre que l'ensemble des pays de la CEDEAO ne sont pas du Sahel. Donc, il faut qu'ils se retrouvent dans les noms. Pourquoi? Je souhaite qu'ils prennent d'autres noms. Ils peuvent prendre Africa, hein, autre chose comme ça, que l'ensemble des pays africains vont se retrouver dans ce nom-là. C'est très important. Voilà. Maintenant, par rapport à la garantie, au fait, nos États ont suffisamment de garanties. Nos États sont très riches en ressources minérales et minières, que ce soit nous, le Burkina Faso, le Niger, et pratiquement tous les pays africains ont des ressources. Ne serait-ce que l'or, la quantité d'or que nous avons dans notre sous-sol pourra vraiment garantir suffisamment notre monnaie. Et puis au-delà de ça, nous avons une opportunité. Mais l'or, il faut qu'il soit une réserve. Parce que l'or sous la terre n'est pas forcément une recherche. Non, nos ors sont déjà en exploitation. Nous avons déjà des parts dans les mines qui sont en production. Donc il suffit de constituer des réserves. Il suffit de constituer des réserves. Point. Okay, Au lieu d'aller vendre notre part sur le marché international et donner, comment on appelle, 50% à la France oui, pour garantir, ces parts-là, il faut les stocker dans notre banque centrale. Donc, en parlant toujours de l'économie internationale, oui, puisqu'on est par extrapolation, oui, on sait que l'économie mondiale est presque diligentée par le dollar, oui, même si là on parle d'un début de dédollarisation, oui, et que les dollars, on parle du dollar américain, oui, donc les États-Unis, ceux-là sont un allié de la France. Oui. Comment on va faire compétir notre monnaie à l'échelle internationale alors que le commerce international est contrôlé par un allié de celui qu'on veut défier? Merci beaucoup. Vous savez, il y a une opportunité qui s'est offerte à nos États. Vous savez, dans tout ce qui est en train de se passer, les BRICS, les BRICS, encore les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Ça, c'est une nouvelle organisation politique, diplomatique, monétaire, qui veut concurrencer les systèmes Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. Aujourd'hui, il y a plus de 29 pays émergents qui sont venus taper à la porte des BRICS. Donc, quand ces pays-là vont s'ajouter aux pays déjà qui constituent les BRICS, c'est comme si 80% de l'économie mondiale se trouve aux côtés des BRICS. Et nous, notre position aujourd'hui se trouve amis avec ces pays acteurs des BRICS. Notamment la Russie, notamment la Chine, notamment l'Inde, notamment l'Afrique du Sud. Vous voyez, il n'y a aucun pays qui est hostile à nous. C'est des pays amis. Donc, nous avons l'opportunité, en tout cas, de commercer sur le plan international avec les pays du BRICS. Et d'ailleurs, dans les recommandations, lors du dernier vidéoconférence des pays du BRICS, dans les recommandations, ils ont souhaité à ce que les pays qui souhaitent travailler avec eux aient leur monnaie nationale. Parce que nous, notre système CFA même est une contrainte à ces pays-là. Nous les obligeons d'enrichir leurs ennemis. Évidemment. Nous les obligeons d'enrichir leurs ennemis. Aujourd'hui, quand la Russie va vouloir commercer avec nous de façon normale, l'ensemble des acquisitions d'équipements que nous sommes en train de faire avec elle aurait dû passer par notre banque centrale et par ricochet par la France. Et ce qui va constituer, nous, un dépôt de réserve dans le compte d'opération du Trésor français que la France pourra utiliser. Et je crois que c'est de façon officieuse que nous sommes en train de faire ces acquisitions-là. Et c'est ce qu'il faut officialiser dans l'avenir. Hein? En faisant des coopérations ou en intégrant les BRICS d'une manière ou d'une autre. Et aussi, si ces pays reconnaissent notre monnaie, nous aurons tout ce dont
comment on appelle, nous avons besoin sur ces marchés-là. La France n'a absolument rien, ou les États-Unis, que ces pays-là n'ont pas. Ça n'existe pas. Sur le plan alimentaire, sur le plan militaire, sur le plan technologique, il n'y en a pas. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclaircissements qui sont vraiment en détail, M. Diakité. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Si vous pouvez donner vos derniers mots, carrément vos mots de conclusion, et on va finir sur ça. Merci, M. Diko. À Andou Média également, mes remerciements. Effectivement, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à la nouvelle qui est tombée cette semaine. Notamment, j'aurais appris que la BCEAO a élevé son taux directeur. Je ne l'ai pas lu sur leur site officiel, mais c'est à travers des posts sur WhatsApp, jusqu'à 3,25%, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai toujours dit que ces mécanismes de régulation économique-là ne sont pas conformes à notre réalité économique. Je m'explique. La BCEAO travaille selon des principes économiques édictés par l'Occident. Donc, du coup, il faut mettre en comparaison nos économies et voir facilement que nous n'avons pas les mêmes réalités économiques. Quand vous prenez la plupart des pays occidentaux, vous trouverez que le taux de bancarisation dépasse 80%, sinon 90%. Chez eux-mêmes, les enfants sont bancarisés, ils ont un compte bancaire. Contrairement à chez nous, notre taux de bancarisation ne dépasse pas 20%. Donc du coup, le système financier, le système bancaire, moins de 20% de la population en profite. Parce qu'il faut avoir un compte à la banque pour pouvoir profiter des prêts bancaires ou d'autres avantages bancaires. Moins de 20% de notre population n'est pas à la banque. Pour des raisons aussi que vous savez. Oui. Donc du coup, quand ils prennent des mesures qui sont des réalités occidentales, l'appliquer à notre économie, ça ne peut que rendre encore difficile les choses chez nous. En Europe, ils en prennent généralement pour faire face à l'équipement, à des voyages, à des plaisirs. Mais nous, même les 20% qui sont à la banque, généralement, ils en prêtent pour investir, même si ce n'est pas des prêts d'investissement. La plupart des fonctionnaires, ils en prennent pour investir. La plupart des jeunes diplômés qui se débrouillent, quand ils ont un compte bancaire, ils veulent emprunter pour investir. Mettre sur place une activité génératrice de revenus, élargir déjà des activités qu'ils sont en train de faire, construire, etc., etc. Donc, quand vous prenez des mesures qui sont propres à l'économie européenne et l'appliquer chez nous, ça ne peut que donner l'effet contraire. En France, aujourd'hui, on emprunte à 1%. Imaginez dans un pays émergent déjà, que les gens ne manquent de rien presque. Et c'est nous dont les gens ont besoin de tout. L'État même a besoin de tout faire, on emprunte au-delà de 10%. Je te disais avant notre débat que le taux qu'on annonce est un taux qu'on appelle qui n'est pas réel. Qui n'est pas réel. C'est le taux nominal est un taux incitatif. C'est pour inciter les clients à venir. Quand vous allez vous rendre à la banque et commencer sérieusement les procédures d'emprunt, là vous allez vous rendre compte qu'il y a des frais de dossier que vous devez payer, et il y a l'assurance que vous devez payer, et il y a les taxes que vous devez payer, hein, et en fin de compte, vous allez vous retrouver avec un taux effectif global qui va avoisiner les 20%. Quand vous empruntez à 20% et que vous devez être payé dans ces activités-là, est-ce que, en fin de compte, vous n'allez pas encore réemprunter pour pouvoir continuer? Oui. Donc, chaque prêt qui ne vous donne pas la latitude en fin d'échéance d'être libre n'est pas un bon prêt, je vous assure. Merci Donc, beaucoup. vraiment, encore aux plus hautes autorités, vraiment, je les exhorte à revoir ça, à faire tout le possible pour encore accroître le taux de bancarisation chez nous, pour que un grand nombre de populations puissent profiter aux produits bancaires et pour qu'ils puissent réduire considérablement, comme on appelle, les taux d'intérêt bancaire,
et puis pour qu'ils puissent vraiment accompagner notre jeunesse. Les jeunes, la plupart des jeunes ont des projets porteurs. Chaque jeune que vous demandez, vous approchez aujourd'hui au Mali, vous trouverez qu'il a un projet porteur, il est bloqué par manque de financement. Et ce financement, on doit l'avoir auprès de nos banques. Donc vraiment, l'État doit y travailler beaucoup. Et d'ailleurs, l'AS annonce une banque d'investissement, et ça va être une très bonne chose, voilà, de financer vraiment des projets porteurs de nos jeunes. Voilà. Merci beaucoup, M. Diakité. Merci pour ces éclaircissements sur ces questions qui sont vraiment très essentielles. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à nos téléspectateurs. Nous leur disons merci pour leur fidélité. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de poser vos questions, vos suggestions en commentaire. Merci de rester connecté sur Hando Media et à la prochaine. Merci beaucoup.